Merci beaucoup pour cette première intervention qui pose bien les grands enjeux et questionnements autour de ces problématiques d'érosion. Comme je le disais, je vous invite à noter les questions éventuelles que vous auriez, puisque les 4 intervenants vont revenir en fin de matinée pour une table ronde. Là, on va enchaîner directement sur la deuxième intervention de Madame Chantal Gasquel, qui va donc intervenir sur les liens entre qualité de l'eau, érosion et changement climatique. Donc, Madame Gasquel, je vous invite à vous installer sur scène. Ah bah, elle est déjà là, je vais écrire. Oui, bonjour à tous. Donc, ça marche bien, oui, voilà. Donc, on m'a confié un très vaste sujet, qualité de l'eau, érosion des sols et changement climatique. Voilà, c'est énorme. Et donc, j'ai préparé ce sujet avec la contribution de Blandine Lemercier et Christian Walter. Alors, dans mon propos, dans ce lien assez complexe, je commencerai par parler du changement climatique. Parce que le changement climatique, il a un rôle sur l'érosion des sols, il a un rôle sur la qualité de l'eau. Et le lien entre érosion des sols et qualité de l'eau n'est pas direct. Donc je reprendrai ce lien dans un second temps. Donc en partant du changement climatique, bien sûr, il y a je partirai par un exemple, celui très concret de l'année 2016, où on a enregistré en France à la fois des sécheresses et à la fois des inondations. Vous voyez ici, c'est la carte des déclarations de sécheresse en France. Donc vous voyez tout le Grand Ouest, l'année 2016, mais on l'a connu aussi, on le connaît de plus en plus fréquemment. Et juste à côté, vous avez la carte avec les petits points bleus qui se surimposent à la première carte des inondations. Et un certain nombre de communes ont connu la même année et inondations et sécheresse. Et ça a des conséquences évidemment sur le sol, mais sur les flux en général. Et ce qu'on attend finalement du changement climatique, c'est des grandes tendances, mais aussi une très grande variabilité. On s'attend à ce que le changement climatique conduise à des variabilités du climat. Variabilité en termes d'inondation et en termes de sécheresse. Donc c'est vraiment finalement à cette variabilité, à ces chocs qu'il faut se préparer, et ça a des conséquences et sur l'érosion des sols et sur la qualité de l'eau. Alors, je vous ai montré l'exemple, mais finalement, qu'est-ce que c'est le changement climatique? Le changement climatique, c'est l'augmentation de la température de l'air et de l'eau. Ce sont des événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus forts, vagues de chaleur, précipitations, intensité et durée des sécheresses. Et dans son cortège, ce sont aussi des événements hydrologiques. Des étiages plus sévères, nos petits cours d'eau, voilà, les têtes de bassins versants sont menacés et ont des conséquences sur les cycles biogéochimiques et une fréquence et une intensité des crues. On est dans une zone littorale et on ne peut pas ne pas évoquer le niveau des mers et les risques vis-à-vis des sols par finalement intrusion, des intrusions marines, des eaux saumâtres. Alors, à quoi s'attendre? Évidemment, par rapport à ces grands changements, on doit s'attendre forcément à des enjeux autour de la dégradation de l'eau et de l'érosion des sols. La première des choses, c'est moins d'eau, moins de dilution, donc plus de pollution. Des cycles culturaux perturbés, finalement la plante ne pousse pas en cas de sécheresse et les nutriments apportés au sol ne sont pas consommés. Donc une perturbation des cycles biologiques, des cycles de culture et du coup des cycles des nutriments, des épisodes érosifs plus fréquents avec tout leur cortège, puisque quand on érode, on transporte des particules. Ces particules sont chargées en différents éléments polluants et on a des risques à ce niveau-là. Et ensuite, on fragilise la matière organique du sol. Alors, je ne vais pas en parler ici, mais effectivement, changement climatique et sol, on pense bien sûr à l'enjeu du carbone et à l'enjeu du 4 pour 1000. Ce ne sera pas mon propos principal, mais je fais ici le lien. Alors, quand on parle du changement climatique, on va aussi se référer aux documents qui sont vraiment très précieux pour toute la société et pour la communauté scientifique, les documents du GIEC.
Et au mois d'août, cet été, c'est peut-être passé inaperçu pour vous, mais il y a eu un très grand rapport qui a été le rapport sur la dégradation des sols et des eaux. Ce rapport nous a particulièrement alertés en montrant que notre sol est une interface fragile, on dit le sol au cœur de la zone critique, et que certaines régions du monde seront très affectées. Donc on est ici dans des solutions locales, mais regardons dans le monde, on a la Chine et l'Inde, des grandes zones qui seront affectées par la dégradation des terres en haut et en bas sur la qualité de l'eau. Donc dans certaines régions, des effets vraiment très importants sur la dégradation des terres et la qualité de l'eau. Et on a dans ces régions des effets du changement climatique, mais aussi des effets liés à l'usage des sols. On a cette conjonction. Et ça met en jeu finalement des choses qui vont nous impacter, qui touchent à la sécurité alimentaire de ces populations et qui indirectement vont bousculer finalement nos équilibres socio-économiques au niveau de l'alimentation. Alors l'Europe n'apparaît pas dans cette carte, mais l'Europe n'est pas préservée. Si on zoome, on va voir aussi l'Europe apparaître. Alors, la deuxième chose que nous dit le GIEC, c'est qu'il faut estimer les risques, ici les risques d'érosion, par une approche assez globale. La communauté du sol s'est beaucoup intéressée à caractériser l'aléa, mais on combine dans une approche de risque l'aléa avec les vulnérabilités et l'exposition. Donc en amont, on va rechercher dans les bassins versants à caractériser les aléas en fonction des caractéristiques des sols et de leur région. Et en aval, on doit associer à ce problème de l'aléa la caractérisation de la vulnérabilité et des expositions, les cultures détruites, les infrastructures perturbées, les habitats, les réservoirs d'eau. C'est une approche très globale qu'on a à mener dans le cadre de l'érosion et du changement climatique. Alors, bien sûr, sur l'aléa, si je décline, je tire à la ficelle de cet exposé sur l'aléa, on a eu des approches extrêmement différentes en termes de modélisation à l'échelle globale, à l'échelle de l'Europe. Donc ici, vous avez une carte qui est déjà ancienne, qui est issue du modèle Pesera sur l'Europe, et apparaissent bien évidemment toute la partie du sud de l'Europe, de la région méditerranéenne, avec des grandes érosions. Les modèles les plus récents, en particulier le modèle Mesales, qui est un modèle multicritère qui associe le sol, le paysage, le climat, le relief, nous donne une carte beaucoup plus, je dirais, nuancée de l'aléa-érosion sur l'Europe, avec une finesse d'analyse que nous n'avions pas auparavant. Alors, je passe tout de suite. Donc, ces cartes nous disent en fait que en France, en moyenne, on a une vingtaine de pourcents qui sont à risque d'érosion de moyen à très fort. Alors si on zoome sur l'échelle de la Bretagne, sur nos territoires, donc une carte qui a été produite par Blandine Lemercier et ses collègues, dans le cadre du programme Sol de Bretagne. Alors je le souligne parce que un certain nombre de partenaires financiers mettent des moyens en commun pour produire une information sur le sol et produire après une information sur les fonctions et les risques liés au sol. Et donc ce programme Sol de Bretagne s'insère dans un programme national qui est un programme d'inventaire et de surveillance des sols qui est le GISSOL. Donc sur cette carte, vous voyez que notre territoire, eh bien, il n'est pas finalement homogène. Il y a des grandes régions, en particulier le nord armoricain, qui est une région qui est à fort risque d'érosion. On a, c'est une carte qui est utile pour la gestion, pour la décision relative au sol. Donc on a maintenant des bases de données d'une très grande richesse en termes de résolution spatiale, résolution temporelle. Alors maintenant, quittant mon propos pour aller vers le lien entre érosion des sols et qualité de l'eau, je dirais d'emblée que les liens ne sont pas directs. Ils ne sont pas directs parce qu'on a de l'érosion sur un versant, mais cette érosion va se déposer, s'immobiliser dans certains niveaux du paysage et ne va aller que dans certaines conditions jusqu'au fleuve et jusqu'au fleuve. Donc on a une perte en sol sur les versants, une production de particules et d'éléments associés,
Et ce sont tout un enchaînement de processus de mobilisation du sol, de transfert plus ou moins sensibles selon les éléments du paysage qui vont conduire à ce lien entre érosion du sol et qualité de l'eau. Alors, pour asseoir mon propos, j'ai mis ici deux cartes à l'échelle nationale. La carte de l'aléa érosion, qui montre le départ, finalement, de sol, qui va partir des parcelles du paysage. Et voilà. Et l'autre, qui est finalement les arrivées dans les grands fleuves français. Et vous voyez que ces cartes sont différentes. Et ces deux cartes sont très différentes parce que l'érosion des sols ne conduit à des flux que dans certaines conditions, qui sont la connectivité des flux dans les paysages, la capacité de transport, et on a aussi dans les fleuves des origines qui ne sont pas liées à l'érosion des sols, mais qui sont des origines biogènes. Donc vous voyez, ici, on a un gradient des flux de matière en suspension dans un grand nombre de grands fleuves français. Alors cette déclinaison d'échelle, elle se voit à l'échelle nationale, mais elle se voit aussi finalement à l'échelle de grands fleuves quand on va regarder à l'intérieur. Et ça, c'est un exemple au niveau de la Seine. Vous voyez, on a 3,3 tonnes hectares produits en termes d'érosion perdus sur les versants, mais n'arrivent finalement à l'échelle du fleuve que des érosions relativement petites. Donc si on s'en tient à regarder l'exportation qui a lieu dans les fleuves, on n'a qu'une toute petite partie de l'image de ce qui s'est passé à l'intérieur du bassin. Donc vous voyez là la taille des flèches, l'érosion de départ est énorme, et dans cette érosion de départ énorme, une grande partie se dépose dans les terres, une moyenne partie se dépose dans les rivières et une autre va jusqu'à la mer. Et le rôle du climat va jouer sur ces différents processus. En particulier, les événements extrêmes vont jouer sur l'érosion des sols dans les versants, mais ils vont aussi jouer sur la remobilisation des sédiments au sein des cours d'eau et conduire évidemment à des régimes d'exportation plus importants. Et donc j'ai figuré, voilà, dans le petit graphique en bas, la courbe qui est mesurée et puis la courbe liée au changement climatique, un décalage sur l'ensemble de cette courbe. Alors, je zoome sur des petits bassins versants qui sont là en Bretagne, l'Entre en Normandie, des petits bassins de 5 km où on a eu des chroniques sur plusieurs années. Donc, vous voyez, dans le graphe, ces deux bassins, il y en a un qui est en agriculture intensive et ces berges sont protégées. C'est le bassin du bas, un bassin intensif hors sol, avec des ripisylles et des berges. Et l'autre, c'est un bassin herbagé, donc finalement avec des sols protégés, mais dont les berges sont très dégradées. Il y a eu des recalibrations de fossés, il y a eu les bêtes à pâturer le long des berges, donc des berges très dégradées. Et vous avez à droite le graphique qui montre sur 6-7 années, chaque point est un flux annuel, les départs de particules sur cette 6 années. Et vous voyez que celui qui est herbagé, mais dont les berges sont dégradées, a finalement perdu pas mal de terre. Et par rapport à l'autre, les deux points qui sont tout en haut, ce sont des années où il y a eu des recalibrations. Donc ces opérations produisent des flux de particules. Plus l'année est pluvieuse, plus les flux sont importants. Et je le dis parce que le graphique du bas, qui est entouré en vert, vous montre les départs de particules lors des événements climatiques importants. Et donc on voit bien que dans un bassin où les berges ne sont pas ne sont pas protégées, on a une explosion du taux de matière qui va dans les cours d'eau. Donc voilà. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin dans mon propos, parce que c'est l'érosion des sols, bien sûr, mais l'érosion des sols sous forme dissoute et particulière, amplifiée par les précipitations, conduit dans les masses d'eau, que ce soit les cours d'eau ou les réservoirs d'eau. Et en Bretagne, on est très dépendant des réservoirs d'eau pour l'eau potable.
eh bien, à l'intérieur de ces réservoirs, on a des particules qui arrivent, ces particules sédimentent, mais elles sont aussi la source de nutriments, de phosphore. Et donc, le changement climatique induit une chaîne qui va de l'érosion des sols au transport des nutriments, à la modification des habitats, en particulier des chaînes trophiques, jusqu'à des perturbations qui peuvent accélérer des phénomènes comme celui de l'eutrophisation. Donc ça a été souligné en particulier dans une expertise sur l'eutrophisation où on a mis en avant la chaîne, en fait, changement climatique, transfert, perte des sols, transfert de nutriments jusqu'au réservoir et eutrophisation. Alors, pour prévoir le changement climatique et l'érosion, il y a des outils qui sont les observations. Vous les avez vues, on a des observations sur quelques années, dizaines d'années, et c'est toujours difficile finalement de prédire. Et bien sûr, toute la communauté s'empare des modèles comme des outils pour prédire. Donc, on prend les scénarios qui sont mis à disposition par les météorologues, les scénarios climatiques qui sont des projections, et on regarde avec ces projections quels seront les impacts du changement climatique à des échelles qui peuvent être ces grandes échelles, celles de la planète, comme le fait le GIEC, mais aussi à des petites échelles. Et là, c'est un exemple de travail qui a été fait par Marine Lacoste, qui a regardé finalement tout un certain nombre de petits bassins versants, des cas en fait, une typologie, et qui a regardé les taux d'érosion, d'érosion des sols avec des scénarios climatiques. Et ce qu'on montre dans ce travail, c'est que la première variable qui apparaît tout en haut, c'est le sol et les pratiques agricoles. En deuxième, c'est le climat. Et en troisième, c'est la densité des haies. Et donc, finalement, on voit bien que l'érosion des sols est une conjonction d'un ensemble de facteurs qu'il faut gérer. On ne va pas gérer l'un après l'autre, mais il faut regarder l'ensemble. Évidemment, les paysages les plus intensifs, les plus sensibles sont les plus fragiles. Donc, je reviens à mon propos conclusif. Il y a des liens entre climat, qualité de l'eau et érosion, et ces liens sont contexte dépendants. Ils dépendent de la nature des sols, ils dépendent des usages et de la gestion des sols, qui sont le pivot de ces relations. Alors, le changement climatique, on peut le subir, mais ce qu'il vaut mieux, c'est s'y adapter. S'y adapter, c'est préserver les sols du changement climatique, c'est la couverture des sols, c'est la diversité intra- et interspécifique des cultures, c'est la rotation des cultures, sont les mosaïques paysagères, c'est la non-connectivité du paysage par des infrastructures écologiques. Et pour moi, pour les agrosystèmes, c'est finalement les principes de l'agroécologie, une diversification. Et je dirais, c'est bon pour les sols, mais c'est finalement une mesure sans regret, en sens où les couverts permanents et résilients sont bons pour l'érosion des sols, mais sont aussi bons pour le stockage du carbone du sol, pour la vie des sols. Voilà, c'est ce que j'appelle une option sans regret. Mais évidemment, cette bonne gestion des sols ne nous garantit pas, évidemment, de phénomènes érosifs dans des situations climatiques extrêmement variables et importantes. Voilà.